Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle table ronde pour poursuivre les entretiens enseignants-entreprises 2025. Donc, nous allons aborder une nouvelle thématique, politique industrielle ou politique de la concurrence. Quelle priorité pour l'Europe ? Alors, c'est vraiment une question au cœur de l'actualité, comme on les aime, puisqu'il y a maintenant à peine quelques jours encore, on entendait parler d'un nouveau projet, le projet Bromo, à savoir donc une nouvelle potentielle fusion entre trois grandes entreprises européennes pour créer potentiellement un géant européen de l'espace. Bon, j'en dis pas plus, on en parlera très certainement durant ces échanges. Je me présente donc rapidement, je suis Marion Chéron, enseignante en classe préparatoire en économie à Aix-en-Provence, et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Fabienne Sirodet-Garnier, vice-présidente de l'Autorité de la concurrence, qui aura peut-être un éclairage plutôt d'ordre institutionnel et juridique sur cette question. Emmanuel Combe, à ma gauche, économiste justement spécialisé sur ces thématiques de la concurrence, politique de la concurrence et de l'antitrust. Et enfin, peut-être pour avoir un éclairage un peu plus, on va dire, concret, comprendre vraiment ce qui se passe sur ce terrain de la concurrence internationale au quotidien pour les entreprises, on accueille également Pierre-André de Chalandard. Bonjour, donc président de l'Institut de l'entreprise et donc président d'honneur de Saint-Gobain. Donc bienvenue à tous les trois, merci d'être présents parmi nous à cette conférence. Alors rapidement, historiquement, on pourrait quand même le rappeler que l'Union européenne a quand même fait de la politique de la concurrence son pilier, vraiment un pilier économique très important, jusqu'à se faire parfois même au détriment, si on peut dire cela comme ça, de la politique industrielle ambitieuse, on va dire. Puisqu'en effet, on va parler d'une tradition libérale en fait, de cette politique de la concurrence, l'objectif étant de protéger les consommateurs, évidemment, éviter toute forme d'abus de position dominante, et donc ainsi assurer d'une certaine manière un terrain de jeu plutôt équitable pour l'ensemble des acteurs du marché. Mais voilà, le monde a bien changé, on voit apparaître de nouvelles formes de protectionnisme, une très forte montée du protectionnisme aujourd'hui, des politiques stratégiques, que ce soit en Chine, aux États-Unis, on en a encore parlé plusieurs fois dans ces dernières tables rondes, et un recul assez inquiétant en termes de compétitivité de l'Europe, donc soulevé par le rapport Draghi justement. Un constat assez sévère, comme on l'a déjà souligné, avec une volonté de réarmer l'économie européenne. Bon, et puis évidemment, ce projet Bromo, encore une fois, qui souligne peut-être l'importance de s'affranchir d'une certaine manière de la concurrence pour faire face à la concurrence internationale. Bon. Donc la question va être la suivante. C'est vraiment au cœur du rapport Draghi d'essayer de repenser ce déséquilibre entre politique industrielle et politique de la concurrence. Et donc finalement, la question est la suivante. Comment concilier la politique de la concurrence, qui est encore l'une des politiques phares de l'Union européenne aujourd'hui, avec cette nécessité croissante de soutenir nos entreprises européennes et de bâtir une véritable souveraineté industrielle européenne. Alors, on va essayer d'avoir à la fin un éclairage sur la théorie économique, évidemment, mais pas que, également sur les faits que nous observons réellement sur ce terrain de la concurrence internationale. Et pour ce faire, je vais directement me retourner vers vous, Emmanuel, pour effectivement avoir peut-être un éclairage un peu général, global sur la théorie économique, et pour mieux comprendre finalement si, est-ce que le libéralisme économique européen porté justement par la Commission, est-ce qu'il peut répondre à ces enjeux de souveraineté industrielle de l'Europe ? Et est-ce que finalement politique industrielle et politique de la concurrence, est-ce qu'elles sont encore antinomiques aujourd'hui ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, mille merci de m'avoir invité à ces rencontres enseignants entreprises au titre de Melchior. C'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir échanger avec des collègues et d'autres intervenants. Alors, le titre de votre conférence, c'est politique de la concurrence ou politique industrielle. Alors, vous allez avoir résumé en 10 secondes à peu près le sens de mon propos. Moi, j'aurais mis « et politique industrielle ». En tant qu'économiste, j'ai assez de mal à comprendre le conflit qui peut exister. Il peut y avoir des points de friction, je vais y revenir, mais ce sont des points de friction relativement mineurs, ou en tout cas qui sont réglables. Il n'est nul besoin de mettre en sommeil la politique de la concurrence pour faire une politique
politique industrielle. En réalité, ce dont souffre l'Europe depuis 50 ans, ce n'est pas d'un excès de politique de concurrence, c'est d'une absence de politique industrielle. Supprimez la politique de la concurrence, vous n'aurez toujours pas de nouveaux géants. Donc je pense qu'en réalité, le problème ne se pose pas exactement en ces termes. Mais je voudrais, si vous voulez bien, Marion, revenir sur le terme que vous avez employé, et sans sombrer dans une exégèse du mot libéral. Oui, l'Europe est libérale, mais libérale quand même dans un sens très particulier. Elle est née dans les années 50, avec la CECA puis le traité de Rome, sur une idée fondamentale. Nous sommes une somme de petits pays fermés, avec des monopoles nationaux, avec des petites tailles de marché. Et au fond, la première idée, ce n'était pas de l'idéologie, c'était de dire la concurrence, c'est quoi au fond? C'est ouvrir les marchés les uns avec les autres. Pourquoi les ouvrir? Mais pas par idéologie, par pragmatisme. Quand on est petit, il n'y a pas d'économie d'échelle. Premièrement. Secondement, quand on est refermé sur soi-même, il est difficile de se spécialiser. On va faire tout soi-même. L'avantage d'être aujourd'hui 27, c'est que certains pays vont faire à notre place. Et puis, il y a aussi un troisième avantage à la concurrence, qui est assez démontré, c'est que la concurrence, c'est un aiguillon. Quand je suis seul sur mon territoire, en monopole, eh bien, j'ai tendance à m'endormir. La concurrence entre les pays, entre les entreprises sur le sol européen va avoir des vertus. Donc ça, c'est la première grande idée de l'Europe, c'est de dire on va mettre de la concurrence, non pas parce que nous sommes des libéraux illuminés, parce qu'en réalité, l'Europe, qu'est-ce que c'est? Ça a été d'ailleurs très bien dit déjà tout à l'heure, c'est une somme de petits pays au sens géographique. Donc la concurrence est une nécessité si on veut bénéficier d'un certain nombre de gains. Et j'insiste sur ce point, la concurrence n'est absolument pas perçue. Vous avez prononcé le mot de consommateur, pour moi la concurrence, elle n'est pas là pour les consommateurs, elle est là pour être efficace. La concurrence, et c'est très bien dit d'ailleurs dans les travaux d'Aguillon, c'est un vecteur de croissance économique. Je reviendrai, si vous voulez, tout à l'heure sur la Chine. On raconte beaucoup de bêtises sur la Chine. La Chine est sans doute le pays où il y a le plus de concurrence interne. La concurrence est un aiguillon qui vous permet d'améliorer vos performances. Donc ça, c'est le premier pilier qui fonde l'Europe. Et puis, vous disiez libéral. Libéral, oui, mais alors ordo-libéral. L'Europe, elle est née avec l'idée que la concurrence, ça n'est pas la jungle, c'est même exactement l'inverse. Ce sont des règles de droit et des règles très dures. Vous les connaissez, ces règles, elles sont au nombre de 3. Ce qu'on appelle l'antitrust, le droit des ententes, de l'abus de position dominante. Puis ensuite, le contrôle des aides d'État. En effet, si chaque État aide son entreprise nationale, la concurrence sera distordue à l'intérieur du marché. Je reviendrai après sur la concurrence à l'extérieur. Et puis, troisième règle, c'est bien sûr le contrôle des opérations de fusion-acquisition qui, à mon avis, est le vrai sujet aujourd'hui de problème. Alors maintenant, je vais répondre à votre question. Une fois qu'on a défini les termes, est-ce que la politique de concurrence est inadaptée à ce que préconise Draghi? Draghi nous dit quoi? Quand on lit vraiment le rapport, il vous dit, au niveau du constat, 2 choses. 1, l'Europe a décroché technologiquement depuis 25 ans, dans tous les indicateurs, brevets, etc., etc. Mais il vous dit d'autres choses. Et ça a été très bien dit par Sylvie Goulard à l'instant. L'Europe n'a pas de problème de géants. On a des géants en Europe. On a des géants en Europe. Le problème, c'est qu'on n'a pas de nouveaux géants, ce qui n'est pas exactement la même chose. Or, justement, une des vertus de la concurrence, c'est de permettre à des petits de devenir demain les nouveaux géants. C'est ça le constat de Draghi. Il vous dit quoi? Il vous dit qu'il n'y a pas d'innovation disruptive. Or, très souvent, pas toujours, très souvent, l'innovation disruptive est portée par des nouveaux. Tesla n'est pas un insider, c'est un outsider. Google n'existait pas il y a 40 ans, Meta n'existait pas il y a 30 ans, etc. Donc le problème, nous dit fondamentalement Draghi, et vous retrouvez ça également dans l'État, c'est que nous ne savons pas en Europe renouveler notre tissu industriel. Quelles en sont les causes? Il les liste, les causes. Et dans les causes, et je vais revenir à notre sujet, je ne m'éloigne pas, la fragmentation des marchés. Il vous dit il n'y a toujours pas de grands marchés intérieurs. Il y a un chiffre que j'aime bien citer, c'est celui du FMI. Les barrières douanières, enfin les obstacles au grand marché européen, ça équivaut, selon le FMI, à des droits de douane dans les biens à peu près de 45%. On a des droits de douane entre nous, des équivalents droits de douane. On a trop de réglementations. Pardon, le but de la concurrence, c'est justement de lever ces réglementations pour avoir un grand marché européen. Donc vous voyez, déjà une première cause identifiée par Draghi est bien une cause d'un manque de concurrence et pas d'un excès de concurrence. Prenez cet exemple que j'aime bien prendre, celui des télécoms. On dit, mais regardez, les Européens sont complètement fous. Ils ont 80 opérateurs de télécoms. Il y en a 3 aux États-Unis. Oui, mais les États-Unis, ils ont un seul territoire. Vous faites 80 divisé par 27, ça fait 3. En fait, on n'a pas plus, pas moins
d'opérateurs qu'aux États-Unis. Simplement, quand vous êtes français, vous êtes abonné à 4 opérateurs, peut-être demain 3. Vous ne vous abonnez pas chez Deutsche Telekom. Et quand vous êtes en Italie, vous ne vous abonnez pas à Bouygues. Nous sommes encore sur des marchés très, très fragmentés. Alors, est-ce que la politique de concurrence peut être utile pour notamment faire à la fois ce grand marché et favoriser l'innovation? Mais moi, je pense que oui. Je pense que oui, si on définit la politique de concurrence comme son pilier premier, qui est l'antitrust. Et j'aurais terminé là-dessus. L'antitrust, c'est quoi? C'est d'abord lutter contre les ententes. Vous pensez qu'un monde dans lequel on ne lutterait pas contre les ententes artificielles, hein, en clair, on se met d'accord entre nous pour monter les prix sur le dos des consommateurs. Ce n'est pas le bon mot, ce n'est pas les consommateurs, les victimes des ententes, c'est les utilisateurs. N'oubliez pas que les victimes des ententes, ce sont d'autres entreprises. Quand vous avez une entente sur les airbags entre un Américain, un Japonais et un Russe, c'est plutôt pas mal qu'on ait de la politique de la concurrence. D'abord, on n'a pas puni des entreprises européennes, on a puni des entreprises non européennes. Qui est la victime de ce cartel des airbags? C'est Renault, c'est Volkswagen, c'est Peugeot. Donc, premièrement, je pense que le droit de la concurrence, dans son volet lutte contre les ententes, loin d'être un obstacle à l'innovation, est plutôt une incitation à ce que les firmes, les entreprises se fassent concurrence par leur mérite et ne s'endorment pas sur leur rente. Deuxième volet essentiel de la politique de concurrence, l'antitrust, l'abus de position dominante. Mais c'est quoi un abus? Abuser, ça veut dire quoi en réalité? C'est un grand qui empêche un petit de se développer. On est bien content d'avoir une politique de la concurrence, notamment pour lutter contre certains abus des GAFAM. Alors je ne dis pas que c'est suffisant. Et je ne dis pas que les sanctions qui sont prises contre les GAFAM sont suffisantes. Une sanction en tant que telle ne résout pas grand-chose. Mais le monde, c'est quoi l'autre monde? C'est un monde sans antitrust, un monde sans lutte contre les ententes, sans lutte contre les abus de position dominante. Il a existé, ce monde. Ce monde, il a existé. C'est le monde des années 1930 sous Roosevelt. Roosevelt avait décidé de mettre le droit antitrust en sommeil. Je vous laisse regarder le résultat, c'est très documenté dans la littérature économique. La littérature économique vous dit la mise en sommeil de l'antitrust, loin de favoriser la sortie de la crise de 29, n'a fait que la prolonger. Donc je vais m'arrêter là pour être très clair. Je pense que la politique de la concurrence entendue dans son noyau dur, dont on ne parle jamais d'ailleurs, quand on entend les chefs d'entreprise, je ne veux pas parler à la place de Pierre-André, ou les ministres nous dire il faut réformer la politique de concurrence, d'ailleurs ils ne parlent pas de ça. Ils vous parlent d'autre chose. Et cette autre chose, je vais en parler tout à l'heure, c'est plutôt le second volet. C'est le contrôle des fusions-acquisitions et c'est les aides d'État. Quand je veux faire de la politique industrielle, il faut peut-être en effet réformer les aides d'État. Mais le cœur de la politique de concurrence, le cœur, qu'on oublie trop souvent, c'est ça le cœur. Elle est née aux États-Unis avec l'antitrust. Je ne crois pas que ce soit un obstacle aux recommandations du rapport Draghi. Et j'aurais même tendance à penser que lutter contre les ententes anticoncurrentielles, lutter contre les abus, c'est une forme très minimaliste de politique industrielle. Donc pour résumer ma pensée, la politique de concurrence, loin de s'opposer à la politique industrielle, est en réalité un parfait complément. Ce que je développerai, si vous voulez, plus tard, c'est que le grand problème de l'Europe, c'est que nous n'avons pas de politique industrielle. Mais ce n'est pas parce que Paul est nu qu'il faut déshabiller Pierre. Si vous déshabillez Pierre, Paul sera toujours tout nu. Il nous faut les deux. Et je pense que les deux, c'est compatible, moyennant deux réformes, une réforme des aides d'État et une réforme du contrôle, on appelle ça des concentrations, des fusions-acquisitions. Mais j'ai déjà été trop long. Très bien, on y reviendra. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors justement, allons vers ce pilier un petit peu plus institutionnel et juridique. Est-ce que, Fabienne, déjà, vous pourrez nous expliquer concrètement quelles sont vos missions en tant que vice-présidente de l'autorité de la concurrence? Et quand on parle d'autorité de la concurrence en France, de quoi il s'agit concrètement? Oui, d'abord, merci évidemment de m'avoir invitée. Donc, vous l'avez rappelé au début, je suis vice-présidente de l'autorité de la concurrence et je suis juriste puisque je suis magistrat judiciaire. Mais le droit de la concurrence, comme vous le savez tous, c'est un droit qui de façon quasi unique, allie droit et économie, donc je ne me sens pas tout à fait déplacée dans ce cénacle, pas tout à fait. Alors, pour revenir sur les missions de l'autorité, je dirais qu'il y en a qui sont bien connues et d'autres peut-être un peu moins. Les bien connus, Emmanuel en a parlé, ce sont la lutte contre les ententes, abus de position dominante et spécificité française, abus de dépendance, donc l'aspect contentieux. Donc
assez régulièrement, dans la presse, on voit l'autorité de la concurrence a sanctionné telle ou telle entreprise. Voilà la première mission. La deuxième mission, c'est bien sûr, depuis 2009, c'est une mission donc relativement récente, avant c'était le ministère de l'économie, de contrôle des fusions-acquisitions. Et puis la troisième mission, moins connue, mais tout à fait aussi essentielle, à mon sens, c'est la mission consultative. Nous sommes, d'une part, très fréquemment consultés sur tous les sujets qui ont, de près ou de loin, parfois d'un peu loin, je dois le dire, un rapport avec la concurrence par les pouvoirs publics, gouvernement, parlement, etc. Et nous pouvons aussi, ce que nous faisons fréquemment, j'en reparlerai peut-être, nous saisir d'office et faire des études sectorielles, thématiques sur différents sujets. Tout ceci figurant, je fais un petit peu de publicité, mais enfin sur notre site Internet, qui est, à mon sens, pour tout professeur d'économie, une mine de renseignements. Alors, je succède à Emmanuel. Je pense que je risquerais de beaucoup me répéter et qu'on sera à peu près d'accord sur tout et que les positions que je vais exprimer, peut-être avec un petit peu moins de fougue, sont sensiblement les mêmes. Moi aussi, Marion, j'ai un peu tiqué sur la rédaction du thème de notre panel, sur ce « ou inclusif, ou exclusif ». Évidemment, comme Emmanuel, je pense que « et » serait plus adapté, mais finalement, en préparant un petit peu cette intervention, j'ai eu la curiosité de regarder, parce que ça n'est pas la première ni la dernière sur ce sujet, et je regardais un peu le thème des autres interventions sur ce sujet. Alors, au hasard, politique industrielle et politique de concurrence, le dialogue de sourds. Politique industrielle et politique de concurrence, ça c'est pour les fans de Matrix, pilule rouge ou pilule bleue. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, lors des 15 ans de l'autorité, Emmanuel avait animé une table ronde sur ce sujet qui s'intitulait « Je t'aime, moi non plus ». Donc, la question, elle est à la fois très contemporaine, je reviendrai sur les motifs de cette contemporanéité très rapidement, mais elle est aussi ancienne. Je pense à Olivier Garçon, l'ancien directeur général de la concurrence à la Commission, qui, là encore intervenant sur un sujet voisin de celui que nous traitons aujourd'hui, disait « ça me fait plaisir parce que ça me rajeunit. Il y a 30 ans, j'arrivais à Bruxelles et c'était exactement les mêmes sujets. » C'était exactement les mêmes sujets. Bon, ce clin d'œil mis à part, on a compris, je ne vais pas insister, qu'on a un contexte particulier. L'énumération serait trop longue, notamment reflété, on en a beaucoup parlé lors de la précédente table ronde, donc dans les rapports l'État et Draghi, qui fait qu'effectivement tout converge pour remettre ce sujet au centre des discussions et pour, je dirais, réitérer les attaques, j'emploie le terme, les attaques contre la libre concurrence, contre les politiques de concurrence, jugées comme autant d'obstacles à une politique industrielle et plus globalement à la souveraineté économique. Là aussi, je ne vais pas résister. Je me suis replongée, on reparlera sans doute de cette opération, moi je vais en parler en tout cas, sur les réactions qui ont suivi l'interdiction de la fusion Alstom-Siemens et sur les propos tenus par celui qui était alors notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et qui d'ailleurs était sur la même longueur d'onde que son homologue allemand, Peter Altmaier. Je vais le citer. « Cette décision est une erreur économique qui ne tient aucun compte de la rapidité de l'évolution de l'économie contemporaine. Et une faute politique, c'est un cadeau à la Chine. Conséquence, nous devons refonder le droit européen de la concurrence. Nous devons en faire un instrument de notre politique économique. » Il expliquait de quelle manière, je n'insiste pas. Et je souhaite que ça rejoint un peu la table ronde précédente sur le débat institutionnel, je souhaite que les États aient un droit d'évocation et que le Conseil européen ait un droit de veto sur les décisions de la Commission. Voilà. Notre président, la chancelière Merkel, avait d'ailleurs tenu peu ou prou les mêmes propos. Et de façon amusante, au même moment, une tribune signée par 50 économistes, tu y étais peut-être, Emmanuel, je ne sais pas, s'intitulait « Pourquoi la Commission a raison de rejeter la fusion ?»
Donc, si je reviens à l'autorité, nous aussi, nous encourons assez régulièrement ce genre de critiques et nous les avons encourus relativement récemment quand nous n'avons pas interdit mais retiré le projet de fusion entre TF1 et M6. Là encore, un petit florilège, hein. Une nouvelle occasion manquée par l'administration française. L'essentiel du collège était constitué de fonctionnaires. Peut-être n'avait-il pas la même vision que le privé. Et ce débat a encore été relancé récemment lors des rencontres récentes d'Évian, franco-allemandes, mi-octobre. On posait la question, qui avait le mérite de la clarté, les règles européennes de concurrence et de durabilité freinent-elles la croissance des entreprises? Je dois dire que parmi le public présent, la réponse a été clairement oui. Et dans une lettre dont vous avez peut-être eu connaissance, adressée au président Macron et à Friedrich Schmerz, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, et Roland Busch, le PDG de Siemens, ont synthétisé les débats de ces rencontres en établissant une liste de 5 priorités pour le renforcement de la compétitivité, priorités parmi lesquelles figuraient, je vous le donne entre mille, une réforme des règles de concurrence et antitrust, un assouplissement des règles de concurrence européennes, notamment pour pouvoir réaliser des fusions stratégiques, y compris si celles-ci portent atteinte au marché européen de la concurrence, l'idée étant d'améliorer la compétitivité de ces entreprises sur le marché mondial. Je dois dire que notre président, s'est fendu d'une réponse assez acerbe à cette lettre sur les réseaux sociaux, et on en reparlera peut-être. Donc ces critiques, on les connaît bien à l'autorité de la concurrence. Peut-être quand j'ai présenté très rapidement cette institution, je n'ai pas assez insisté sur un point et je voudrais y revenir, c'est que nous sommes une autorité administrative indépendante. Et indépendance, je tenais à dire ici que ça n'est pas un vain mot. Ça fait plus de 7 ans que je suis vice-présidente de cette institution et je peux témoigner que s'il peut y avoir parfois une sorte de fantasme de pression politique exercée sur cette institution, je pense qu'Emmanuel sera d'accord, ça reste un fantasme. Ça reste un fantasme. Et si par extraordinaire, comme disent les avocats, il devait y avoir de telles pressions, je pense que nous avons prouvé que nous sommes tout à fait capables d'y résister. Pour preuve, certains avis que nous avons rendus extrêmement critiques sur des propositions gouvernementales ou législatives. Alors, peut-être juste pour terminer sur ce premier point, ces critiques, bien sûr, on essaie d'y répondre d'abord factuellement. Factuellement, en rappelant, ce qui n'est peut-être pas encore tout à fait assez connu, que les critiques acerbes à l'encontre de certains cas d'interdiction emblématiques ne sont nullement représentatives de l'activité réelle des autorités de concurrence. Prenons le cas de l'autorité française. 2024, nous avons rendu 295 décisions de concentration. Là-dessus, 97% ont été autorisés en ce que l'on appelle en phase 1, c'est-à-dire sans engagement. 3% avec des engagements, aucune phase 2 et aucune interdiction. Sur toute la durée de vie de l'autorité, donc depuis 2009, seulement 2 décisions d'interdiction de concentration, une qui concernait une concentration entre 2 supermarchés dans la région de Reims, je crois, de Troyes, pardon, et une autre, Ardian SPMR, sur la création d'un pipeline, enfin la reprise d'un pipeline. Et je parlais d'indépendance. Vous savez peut-être que le ministre de l'économie a la possibilité de faire ce que l'on appelle une phase 3, c'est-à-dire d'évoquer, de reprendre le dossier quand la décision que nous avons prise ne lui convient pas. Il n'en a usé qu'une seule fois. Et à ce moment-là, il statue non pas sur des critères de droit de la concurrence, mais sur des critères autres, préservation de l'emploi, etc., etc. Donc voilà, très rapidement brosser ce tableau, donc le thème, les critiques, et puis on parlera des instruments et tout à fait. la problématique. Merci beaucoup pour
présentation. Alors concrètement, Pierre-André de Chalandard, vous qui êtes quand même au quotidien en présence avec les entreprises dans ce monde justement de la concurrence internationale, est-ce que vous auriez peut-être des faits à nous raconter sur ces tensions économiques et comment ces tensions économiques sont-elles vécues ces dernières années par les entreprises? Et est-ce que vous pensez finalement que le marché européen tel qu'il est encadré et pensé aujourd'hui, est-ce qu'il permet vraiment à nos entreprises de devenir des champions mondiaux? Alors d'abord, je vais peut-être vous surprendre, puisque apparemment on pourrait s'attendre à ce que j'ai un point de vue très différent des deux précédents orateurs, puisque je pourrais être assimilé à ceux qui critiquent. C'est en général ce qu'on entend des entreprises. Et en fait, moi je trouve, d'abord je voudrais dire qu'en tant qu'industriel, j'ai été industriel toute ma vie, je pense que la concurrence c'est globalement très bien. Pas uniquement parce que c'est le droit, c'est la première chose, c'est qu'il faut être intègre et donc respecter le droit, mais je pense que la concurrence, c'est bien, et si je prends une analogie sportive, parce que ça pousse, et Emmanuel l'a très bien dit, ça pousse à être efficace et ça pousse à innover également. Et je pense que ça, en fait, si les entreprises, elles recherchent des situations où il n'y a pas de concurrence, elles essayent de faire ça tout le temps. Mais dès qu'elles y arrivent, si elles restent là, elles deviennent en fait paresseuses. Et donc, en fait, elles ont besoin de cet... Emmanuel a utilisé le mot aiguillon, je le reprends. Je pense que la concurrence fait progresser les entreprises, et donc c'est bien. C'est bien en termes d'efficacité, c'est bien en termes d'innovation. Alors, la concurrence, elle a un troisième, indépendamment de ça, elle a un troisième impact, c'est qu'en général, elle pousse à la baisse des prix. Et ça, c'est en général plutôt une bonne chose, mais quelquefois c'est excessif. Et j'y reviendrai parce que je pense que c'est ça le fond du problème. C'est est-ce que l'équilibre entre un excès de concurrence qui amène à des prix très bas. D'ailleurs, dans la concurrence pure et parfaite, dans la théorie, les entreprises ne gagnent pas un sou. Mais si elles ne gagnent pas un sou, elles ne peuvent pas investir pour innover. Donc il y a un équilibre à trouver et quelquefois, il y a des excès de concurrence sur les prix. Il n'y a jamais d'excès de concurrence d'innovation. Mais il peut y avoir. Donc la concurrence a différents impacts. Mais globalement, la concurrence, c'est bien. Deuxième remarque vue d'un industriel, c'est que je pense que la concurrence n'est pas non plus une fin en soi. C'est un instrument au service d'une politique. Et de ce point de vue-là, Emmanuel, j'ai une toute petite nuance d'appréciation. Quand on regarde un peu la manière dont elle s'est formulée, et mon propos n'est pas français, mon propos est européen, je n'ai rien à dire par rapport à ce que vous avez dit, mais je pense qu'il y a eu un peu trop, et pour des raisons qui ne sont pas forcément mauvaises que vous avez expliquées, mais il y a eu un peu trop une idéologie de la concurrence au niveau européen, comme une fin en soi que plutôt un instrument. C'est de ce point de vue-là que moi, je ne suis pas complètement en désaccord avec le titre et où. Sauf que si je mets le ou, c'est parce que j'ai une acception aussi plus large de la concurrence, et je vais y venir, qui est la notion de marché pertinent, et donc j'inclus de ce point de vue-là le sujet de politique commerciale qui a introduit des distorsions de concurrence. Et c'est à ce titre que je dis qu'il y a complémentarité. Donc, ma troisième remarque, c'est que la politique industrielle, qui était un gros mot, est devenue très à la mode. On a tendance à dire qu'aujourd'hui, que c'est très bien, qu'il faut en faire. Même les Français disent ça depuis longtemps. Bruxelles commence à le dire. Mais la politique industrielle, ça a aussi eu des tas de choses pas bien. Donc, c'est pas non plus toujours très bien, la politique industrielle. Notamment parce qu'il y a des incohérences de politique industrielle. Donc, et on pourra y revenir. Alors, maintenant, je réponds à votre question. Qu'est-ce qui a changé dans le monde? Et moi, je vais me situer au niveau mondial et pas au niveau français ou à niveau théorique. Parce que je pense que si on veut être concret, il faut voir à quel niveau on se place. Qu'est-ce qui se passe depuis une dizaine d'années? Il y a dans le monde, clairement, un retour du politique par rapport à l'économie. Et donc un retour des notions d'un certain nationalisme économique, de souveraineté, on peut appeler ça comme on veut, très fort aux États-Unis et très fort en Chine, et qui les ont amenés à privilégier une politique industrielle qui, elle, est conçue pour donner des avantages de puissance au niveau mondial, et donc des avantages de distordre les règles de concurrence au niveau mondial. Ce qui est un peu paradoxal aux États-Unis, parce que c'est eux qui ont inventé la concurrence. Le Sherman Act, en 1890, c'est des États-Unis. Et pour donner le meilleur exemple que je trouve de ça, c'est ce qui se passe avec les GAFA.
quand on regarde ce qu'a fait et je vais peut-être anticiper, mais je vais surtout parler du sujet des concentrations, qui me paraît le sujet important. Je suis tout à fait d'accord avec tout le reste. Hein. Mais sur le sujet, sur les GAFA, quand les Américains ont démantelé la première fois les pétroliers et puis après les télécoms, aujourd'hui, il y a un vrai sujet de monopole sur un certain nombre de domaines dans lesquels sont les GAFA. Bon. Ce sujet, il avait commencé à être traité par l'administration démocrate il y a 3 ans. Il est en train de s'enterrer. Et moi, j'ai une conviction très claire là-dessus, c'est que les Américains s'attaqueront aux problèmes anticoncurrentiels des GAFA le jour où ils considéreront que les inconvénients pour eux sur le plan domestique seront plus importants que les avantages que ça leur donne au niveau mondial. Et l'analyse de Trump aujourd'hui, c'est qu'il a beaucoup plus intérêt à subir ces inconvénients au niveau domestique. D'ailleurs, en plus, ça le dérange moins que d'autres, parce que ça donne un pouvoir au niveau mondial aux États-Unis extrêmement fort. Et donc je pense que c'est là que je dis qu'il y a un retour du politique par rapport à l'économie. Et donc les Européens, face à ce qui se passe en Chine, je vais donner des exemples américains, mais en Chine, il y a le même genre de sujet, est-ce qu'on peut être les seuls à garder un logiciel libéral dans ce monde qui est très différent? Et de ce point de vue-là, ça c'est quand la concurrence est mondiale. Moi, je pense que non, qu'on est obligé de réagir. Alors, je vais donner quelques exemples. Je ne vais pas donner mes exemples à partir de ce que j'ai vécu chez Saint-Gobain, parce que Saint-Gobain, j'allais dire, je relève de... J'espère ne pas avoir affaire à vous, madame, mais on relève de vous, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a une notion fondamentale dans l'appréciation de la concurrence, c'est la notion de marché pertinent. Saint-Gobain opère, puisque les produits ne voyagent pas beaucoup, opère sur des marchés locaux. Et donc, d'ailleurs, on l'a théorisé il y a 20 ans en disant qu'on préférait les marchés locaux parce que c'est des marchés dans lesquels on n'a pas besoin de se préoccuper quand on se réveille du cours du dollar, du prix du baril de pétrole ou de ce que font les Chinois. En gros, on a des règles de concurrence qui sont locales. On a des éléments de concurrence qui sont locaux. Et donc, c'est plus facile de s'y adapter. Le sujet, il est très différent quand on est dans des métiers mondiaux dans lesquels les produits voyagent, et d'ailleurs ça peut être vrai aussi pour les services. On a de gros sujets de distorsion de concurrence aujourd'hui dans les banques, entre les banques européennes et les banques américaines, qui ont des règles du jeu aux États-Unis, qui leur donnent une puissance de frappe, qui leur permet d'aller s'attaquer au marché européen. Et la JP Morgan, c'est 10 fois... c'est plus gros que les 10 premières banques européennes et qui sont en train, du coup, à partir de ça, de gagner des parts de marché considérables sur toute une série de marchés bancaires européens. Donc voilà, je ne commence pas par l'industrie, mais un exemple où vous avez ce genre de sujet. Donc je pourrais continuer. Sur les télécoms, je suis d'accord qu'effectivement, 27 multiplié par 3, ça fait à peu près le nombre d'opérateurs. Mais en Europe, on est pour l'instant il y a eu beaucoup d'arrêts européens qui ont dit on est à 4 par pays et on a eu des problèmes quand on voulait passer à 3, alors qu'aux États-Unis et en Chine, il y en a 3. Bon, je ne sais pas si c'est un nombre magique, 4 ou 3, mais ce que je constate, c'est que les prix en Europe sont beaucoup plus bas que dans le prix aux États-Unis, ce qui a des vertus, mais ce qui a aussi des inconvénients. Et je vois un certain parallèle, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet immédiat, entre le fait que, historiquement, l'Europe était très en avance sur tous les équipementiers télécoms, et aujourd'hui, on est tous dépendants en Europe de Huawei, qui pose un vrai problème de souveraineté. Donc il y a quand même, je pense, des liens entre les règles de concurrence au sens large, et donc on ne se donne pas toujours les moyens au niveau européen de construire des champions mondiaux. D'ailleurs, beaucoup de champions européens, ils sont plutôt des champions mondiaux au niveau des marchés, des métiers locaux, plus que des métiers mondiaux. Et je pense que c'est quand même une des raisons pour lesquelles on a cette difficulté à avoir des géants nouveaux. Alors, sur le rapport Draghi, je voudrais rappeler 3 choses, parce que Draghi, en fait, il dit pas que ça marche très bien. À vous écouter tous les deux, tout est à peu près parfait. Et il ne faut pas critiquer. Mais Draghi, quand même, alors ce n'est pas exactement sur les sujets dont vous avez parlé, donc, mais Draghi, il considère qu'il y a des règles à changer, et il voit 3 sujets.
Premièrement, dans le sujet de la définition des marchés pertinents, le fait on est statique et on n'est pas dynamique. Hein, il faut regarder la concurrence future et pas seulement la concurrence actuelle. Je pense que c'est un des sujets sur la décision dont vous avez parlé, Alstom-Siemens, mais je pense qu'Emmanuel va en reparler. Le deuxième sujet, c'est, et ça je pense que pour l'innovation c'est très important, c'est de définir les règles de coopération qui sont possibles sans que ce soit des ententes. Et ça, je pense que dans beaucoup de domaines d'innovation aujourd'hui, on est dans des phénomènes où l'innovation ouverte est très importante. C'est-à-dire qu'on peut à la fois être concurrent sur certains domaines et coopérer dans d'autres. Et là, les règles de concurrence européennes, je suis désolé, je ne sais pas bien si vous avez les mêmes au niveau français, madame, mais au niveau européen, sont pas claires. Et il y a besoin de clarifier les choses, et je pense qu'aux États-Unis, c'est plus facile de ce point de vue-là. Et troisièmement, c'est d'introduire des critères de sécurité et de résilience. Donc je pense que les recommandations du rapport Draghi, et je ne partage pas du tout l'avis de Sylvie Goulard sur ce rapport, qui, je pense, marque un diagnostic majeur sur le fonctionnement de l'Europe. Elle a dit que c'était un rapport parmi d'autres. Non, c'est un point. Et s'il a eu autant d'impact, c'est parce que, justement, et je pense que ces considérations sur la concurrence, elles devraient être prises en compte. J'ai l'impression que on n'a pas encore beaucoup de jurisprudence, mais ce serait intéressant d'avoir votre avis, madame, mais que Bruxelles commence à tenir compte de ces, un peu lentement à mon goût, mais tendance à tenir compte de ces orientations. Voilà, je m'excuse, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Alors justement, est-ce que, Emmanuel, vous voudriez bien rebondir sur cette question des fusions? Est-ce que finalement, voilà, d'un point de vue plutôt de la théorie économique, on pourrait y voir eh bien, quelque chose de bénéfique finalement? Attention, je ne suis pas qu'un théoricien, parce que les théoriciens, ils sont dans leur chambre et ils racontent n'importe quoi. J'ai été quand même 10 ans avec Fabienne, d'ailleurs, et très heureux, hein, vice-président de l'autorité de la concurrence. Donc j'ai vu des vraies fusions, hein, notamment M6, TF1. Donc la vraie vie, je crois la connaître également un petit peu, même si je ne suis pas chef d'entreprise. Je vais répondre bien sûr à votre question, et je vais répondre rapidement, parce qu'on ne peut pas être pour la concurrence et monopoliser la parole, mais je voudrais juste réagir sur 2-3 petits points de Pierre-André, parce que je suis à la fois, et de Fabienne, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Non pas pour être au juste milieu, mais vraiment un peu dans le désordre. Moi, je pense que l'Europe a énormément bougé sur le problème de la politique industrielle. La politique industrielle, c'est quoi? C'est d'abord, c'est de l'argent. Pardon, l'argent, ce n'est pas un problème de concurrence, c'est un problème de choix politique. La politique agricole commune, c'est financer les agriculteurs et c'est très respectable, hein, je ne hiérarchise pas. Enfin, 1 euro dépensé pour financer de la betterave, c'est 1 euro qui n'est pas utilisé pour financer, je ne sais pas, de l'IA ou des semi-conducteurs. Donc ce n'est pas la faute de la politique de la concurrence, en tout cas si on n'a pas assez de capitaux. C'est la question de l'union des marchés de capitaux. Donc si vous voulez de la politique industrielle, il faut de l'argent. Ça s'appelle les marchés de capitaux. Secondement, si vous voulez de la politique industrielle, et je rejoins pour le coup Pierre-André, il faut également autoriser les entreprises à coopérer et à percevoir des aides publiques. Avant 2018, c'était quasiment impossible. On a eu une exception qui s'appelait Airbus. Hein. Depuis 2018, franchement, le monde a changé. Et notamment, il y a les fameux, je ne veux pas être trop technique, les fameux PIEC, ces grands programmes qui autorisent des entreprises très en amont, c'est intéressant, très en amont, à coopérer entre elles, donc à échanger des informations, à bénéficier de capitaux publics, sans que cela tombe sous le coup des aides d'État. Donc l'idée selon laquelle, oui, la politique de concurrence, à un moment, a pu gêner la politique industrielle, mais comme elle n'existait pas, ça ne pouvait pas la gêner. Depuis 2018, en effet, on a des grands programmes dans les semi-conducteurs, on a batterie 1, on a batterie 2, on a hydrogène, etc. Alors vous allez me dire, et pourtant ça ne marche pas. D'abord, les grands programmes, ça prend du temps. Et là, je rejoins ce que disait Sylvie tout à l'heure, non seulement ça prend du temps, mais c'est aussi une question de gouvernance. Et je ne vais pas être plus long, la gouvernance de la politique industrielle, c'est un énorme sujet. Les Américains sont très bons, à mon avis, on est très mauvais. Donc premièrement, sur la question de la politique industrielle, je pense, et là je rejoins Pierre-André, on a changé. Aujourd'hui, on peut faire des choses, notamment en matière de coopération horizontale et en matière d'aide d'État. Autre point sur lequel je rejoins Pierre-André, c'est sur l'idée qu'on n'est pas naïf, on ne peut pas s'imposer des règles que les autres ne s'imposent pas. Hein. En Europe, pas d'aide d'État entre nous, mais les autres subventionnent leur industrie, hein, notamment les Chinois. Bah oui, mais l'Europe s'est réveillée. Pardon, l'Europe de 2025, ce n'est pas celle de 2017. Aujourd'hui, on a renforcé notre législation sur ce qu'on appelle la défense commerciale. Si vous en doutez, regardez l'histoire des véhicules électriques. Hein, on a mis 30% de droits de douane, de droits compensatoires sur les producteurs chinois. On peut également mobiliser l'instrument anti-dumping. On a un nouvel instrument qui fait que si un opérateur non européen veut racheter une entreprise européenne ou postuler à un marché public et qu'il bénéficie de subventions publiques, alors
la Commission peut mettre son veto. Donc je pense qu'on a changé. On a changé. Alors maintenant, je vais aller sur le sujet, en effet, des fusions, qui est pour moi le vrai sujet. Le vrai grand sujet de problème. Mais je pense que les problèmes ne sont pas ceux que l'on dit. Je pense que le problème du marché pertinent est un vrai faux problème. Non. Vous pensez bien que la Commission européenne, elle est nourrie au PhD. Hein. Tous les économistes savent ce qu'est un marché mondial. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des concurrents étrangers, qu'il y a des firmes étrangères que ce sont vos concurrents. Je vais prendre un exemple. Dans la fusion Alstom-Siemens, l'argument principal d'Alstom, c'était les Chinois vont vendre CRRC. Le producteur de TGV chinois va venir en Europe. Attention, danger, il est à nos portes. C'est ça l'argument. Vous pensez que la Commission n'y a pas pensé. Vous lisez la décision, mais bien entendu qu'elle a regardé le cas. Elle a simplement dit il n'est pas raisonnable de penser que dans un horizon de 10 ans, hein, parce qu'à long terme, moi, je ne suis pas capable de vous dire ce qui va se passer dans 2 siècles. Enfin, 10 ans, c'est pas mal. Elle vous dit dans 10 ans, il n'y aura toujours pas de train chinois en Europe. Nous sommes en 2025. La fusion a eu lieu le projet en 2019. Nous sommes 6 ans après. Avez-vous vu l'ombre d'un TGV chinois en Europe? Donc jusqu'à preuve du contraire, la Commission dont on a dit qu'elle n'avait pas conscience que les marchés étaient mondiaux, je pense qu'elle ne s'est pas trompée du tout. Elle a regardé les faits. Et dans les faits, il y a un certain nombre d'obstacles techniques déjà, l'écartement des voies, qui fait qu'on ne voyait pas comment la SNCF allait opérer des trains Alstom et des trains CRRC. Et elle conclut, dans un horizon raisonnable, non, il n'y a pas de marché mondial. Il y a des opérateurs dans différents pays, ce qui n'est pas la même chose. Alors, où est le problème? Moi, je vois 2 problèmes. Et c'est là que je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord avec Fabienne et que je rejoindrai Pierre-André. Pour moi, il y a un premier problème, mais énorme. C'est que la concurrence, c'est une valeur. C'est un intérêt général, ça n'est pas le seul. Et moi, ça ne me choque pas qu'au nom d'autres intérêts supérieurs, la résilience, la souveraineté, la sécurité, on dise l'opération est mauvaise pour la concurrence, mais moi, décideur politique, j'ai un autre intérêt que la concurrence. Et Fabienne l'a bien expliqué, ça existe en France. Ça s'appelle le pouvoir qu'a le ministre d'évoquer une opération. En clair, il pourrait très bien dire, vous interdisez l'opération sur le fondement de la concurrence, mais je ne demande pas à une autorité de concurrence de faire de la politique. C'est ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est quand on demande à la Commission, faites passer une opération pour des raisons de sécurité. Non, le job de la politique de la concurrence, c'est la concurrence. Le job de la politique monétaire, c'est la stabilité des prix. Si maintenant il y a d'autres objectifs, c'est au pouvoir politique de l'assumer. Et moi, à titre personnel, je serais pour qu'il existe au niveau européen un pouvoir d'évocation. Alors à qui le confier? Est-ce que c'est au Conseil européen? Je ne sais pas. Mais moi, ça ne me choquerait pas que les hommes politiques disent, voilà, cette fusion-là, elle conduit à un monopole en Europe. Les monopoles, ce n'est pas bon pour les prix. OK. Mais moi, je veux la sécurité européenne. Ça ne me gêne pas. Mais c'est aux politiques d'assumer la décision. Et ne demandons pas aux autorités de concurrence, qui sont des autorités d'experts, de faire de la politique. Donc vous voyez, premièrement, je pense que ça doit être réformé. Et puis un deuxième point un peu technique, et j'en aurais terminé, moi qui m'a toujours gêné dans le contrôle des fusions-acquisitions, et je pense que ça va parler à Pierre-André, ça m'a toujours gêné. Pour un économiste, une fusion, ça a 2 effets. Premier effet, ça peut faire monter les prix. Alors, on ne va pas vous le dire, on ne va jamais se vanter de monter les prix, mais enfin, on y pense très fort. On sera moins nombreux sur le marché, ça fera monter les prix. Et ça, c'est le job des autorités de concurrence. Mais pardon, quand on fusionne, il y a une autre raison. En économie, c'est de baisser les coûts de production, c'est de mutualiser, de faire des économies d'échelle, d'avoir plus de capacité financière pour innover. Ce point-là, ce qu'on appelle en économie les gains d'efficience, en pratique, ne sont jamais pris en compte par les autorités de concurrence. Leur argument est audible intellectuellement, à mon avis discutable, mais intellectuellement audible, et dire « Ah oui, mais c'est compliqué de savoir ce qui va arriver demain. Vous nous dites qu'il y a des gains d'efficacité, mais vous ne pouvez pas les montrer puisque ça arrivera dans 3 ans, 4 ans. » On pourrait dire la même chose des hausses de prix. Hein. Les hausses de prix aussi. Vous me dites que je vais augmenter mes prix, ça aussi c'est une simulation. Moi je pense que le vrai problème, c'est un problème presque philosophique. Pour un économiste, une fusion, ça a 2 effets. Si ça a 2 effets, il faut prendre en compte les 2 effets. Et pour un économiste, il faut même aller très loin. On pourrait même considérer qu'une fusion qui fait monter les prix, qui n'est pas bonne pour le consommateur, mais qui permet des gains d'efficacité, si ces gains d'efficacité sont démontrés à suffisance de droit, puissent être acceptés. En France, il n'y a jamais eu de fusion acceptée au nom des gains d'efficacité. En Europe, il n'y a jamais eu de fusion acceptée au nom des gains d'efficacité. Pire que ça, en Europe, parfois, les gains d'efficacité, ça se retourne contre l'entreprise. On appelle ça efficiency offense.
Mais dites donc, si vous allez baisser les coûts, c'est que vous allez être encore plus dominant sur le marché. Donc moi, j'ai un vrai problème philosophique avec le contrôle des concentrations sur l'esprit, et j'ai également un problème politique. Oui, la concurrence est une valeur, est un intérêt général, mais ça ne me choque pas qu'au nom notamment de la souveraineté, le décideur politique, mais pas l'autorité de concurrence, dise bah, écoutez, la concurrence est très sympathique, mais moi, j'ai un autre objectif. Voilà, j'ai été trop long, je suis désolé. Très bien, merci pour ce rappel sur ce trade-off, effectivement. Alors, je me retourne vers vous, Fabienne. Une petite question, justement, pour rebondir sur cette question d'assouplissement des règles de la concurrence. Finalement, jusqu'où on pourrait assouplir les règles de ce droit de la concurrence sans pour autant en renier son ADN libéral, si je puis dire, et quelles adaptations concrètes pourriez-vous imaginer pour concilier eh bien, la concurrence et cet enjeu de souveraineté industrielle? Oui, alors peut-être juste avant, je voudrais rebondir sur quelques propos de mon voisin de droite, juste pour apporter rapidement trois petits correctifs, en tout cas. Vous avez dit les GAFA, les États-Unis laissent tomber, en gros. Hein, donc voilà. Je précise qu'il y a encore actuellement, y compris sous la présidence Trump, des poursuites qui sont engagées par le DOJ à l'encontre des GAFA, et qu'un des plus virulents contempteurs des GAFA, c'est l'Attorney General du Texas, républicain, Ken Paxton. Donc il y a des procédures en cours. Des jugements ont déjà été rendus. Donc je crois qu'il y a, et pour l'instant, nous n'avons pas vu du côté de nos homologues américains une volonté, je dirais même au contraire, d'arrêter eh bien, tout ce qui peut pêcher du côté des GAFA. Ça, c'était mon premier correctif. Sur la question de la définition des marchés, moi, j'aime bien rappeler ce que notre président dit souvent, hein, une définition de marché, ce n'est pas performatif. Et Emmanuel l'a très bien dit, quand il n'y a pas de marché mondial, il n'y a pas de marché mondial. Quand il y a un marché européen, il y a un marché européen. Si on reprend Alstom Siemens, tu l'as dit, Emmanuel, hein, le concurrent chinois n'est pas entré. J'ajoute que Alstom, c'est le 2e mondial. Siemens, c'est le 3e mondial. J'ai regardé les chiffres en 2024. Le chiffre d'affaires d'Alstom et de Siemens a explosé en 2024. Celui du concurrent chinois, le 1er mondial, a au contraire baissé. Voilà. Donc c'était simplement des petites précisions de cette nature. Alors si je reviens à votre question et sur la remise en question de notre ADN libéral, je reprends votre expression, je dirais que notre ADN, peut-être qu'il est libéral, mais il est aussi, et c'est tout aussi important, il est aussi européen. Et bien évidemment, nous nous réjouissons qu'il puisse y avoir des champions européens, et nous n'avons nullement l'intention, au nom du dogme de la concurrence, c'est un terme que j'aime pas tellement, hein, au nom du dogme de la concurrence, d'entraver la création ou la survie ou le maintien, prenez le terme qui vous conviendra, de ces champions européens. Alors, le droit de la concurrence, et c'était mon 3e correctif, vous avez dit finalement par rapport à Mario Draghi, vous avez dit, il dit tout ne va pas bien, alors que vous dites que tout va bien. Non, nous ne disons pas que tout va bien, hein. Nous disons simplement que oui, le droit de la concurrence peut évoluer. On parle plutôt d'ailleurs d'évolution que de révolution, hein, en bon, si j'ose dire, tyrolien, hein, donc Jean Tirole, hein, donc qui encore récemment, dans un papier, je crois, de 2024, a dit « on n'a pas besoin de changements radicaux, mais on doit, nous, autorités de la concurrence, être réactifs et utiliser pleinement, et c'est là où je vais te rejoindre, Emmanuel, donc utiliser pleinement, ce qui n'est pas toujours le cas, les instruments à notre disposition. Comment et de quelle manière? D'abord, vous le savez peut-être, la Commission s'est engagée dans un processus de révision de ses lignes directrices en matière de contrôle des concentrations. Et dans ces lignes directrices, qui sont actuellement soumises à consultation, un des objectifs est d'accorder une place plus importante, et pas de façon théorique, précisément à tout ce que vous avez cité, à des considérations qui n'entraient peut-être pas effectivement suffisamment en ligne de compte dans le contrôle actuel des concentrations. Résilience, innovation, développement durable, numérique, protection de la vie privée, marché du travail, tout ceci, je peux vous dire qu'on travaille énormément sur ce point. Alors, après, évidemment, la prise en compte des gains d'efficacité, ou d'efficience, selon l'anglicisme qui s'est répandu. Donc, c'est vrai, Emmanuel a raison, on peut déjà le faire,
un petit article du Code, article 430-6 du Code de commerce, et nous ne le faisons pas. Et c'est vrai que nous invoquons, d'une part, alors, sans être, je dirais, malhonnête, hein, il faut rappeler que la démonstration de ces gains d'efficacité, là c'est la juriste qui parle, hein, la charge de la preuve incombe aux entreprises. Et c'est une charge de la preuve qui n'est pas mince, j'en conviens. Hein. Et c'est vrai qu'il faut une analyse étayée, il faut des engagements concrets et chiffrés, tout ça dans un exercice prospectif, hein, et montrer que ces gains, au moins une partie d'entre eux, doit revenir aux consommateurs. Et c'est vrai que jusqu'à présent, dans les différentes concentrations que nous avons examinées, soit les entreprises jettent l'éponge, ou font une petite démonstration, on va dire un peu éthique, hein, sans H, donc de ces gains d'efficacité, mais qui ne sont pas étayés par des études économiques notamment, etc. Soit elles produisent quelque chose, mais notre standard est encore trop élevé et n'est donc pas satisfait. Et donc là, je peux vous assurer qu'il y a des réflexions en cours non seulement à l'autorité française, mais dans toutes les autorités nationales de concurrence. J'étais encore à un congrès à Lisbonne la semaine dernière, tout le monde en a parlé. L'OCDE réfléchit, il y a des papiers sur le sujet. Et puis, notamment, on cite un exemple australien. En 2023, l'Australie a autorisé une fusion de 12 milliards de dollars dans le secteur énergétique. C'est la fusion Brookfield Ocean Origin, au motif, et c'est assez révolutionnaire si on y pense, hein, que les bénéfices environnementaux de l'opération l'emportaient sur les préoccupations concurrentielles, parce que l'Australie a un test des bénéfices publics. Donc tout ça, plus des réflexions sur la prise en compte des gains hors marché, autre question, ce sont des sujets qui traversent le petit monde de la concurrence. L'antitrust, maintenant, en quelques mots, eh bien, comme nous y invite le rapport Draghi, on est en train de réfléchir aux mécanismes qui sont susceptibles de favoriser ces collaborations stratégiques entre entreprises, notamment dans les domaines de la recherche et du développement durable, des matières premières critiques et à l'autorité. Exemple concret, nous avons mis en place ce que l'on appelle une politique de porte ouverte. Très schématiquement, les entreprises qui ont en matière de développement durable des projets d'entente, essentiellement des projets d'entente qui pourraient poser problème au regard des règles du droit de la concurrence, mais qui apportent des gains en matière de développement durable, peuvent nous les soumettre, une espèce, alors je ne dirais pas, surtout pas de contrôle, hein, mais enfin d'examen a priori, et si nous estimons que le projet d'entente en question est compatible avec les règles du droit de la concurrence, eh bien, nous leur délivrons ce que l'on appelle une lettre d'orientation informelle, où nous, je mets des guillemets, quand je dis nous, c'est le rapporteur général, pas le collège, hein, où nous leur délivrons, non pas, j'allais dire, un coup de tampon en disant c'est bon, mais en disant qu'a priori, ça ne pose pas de problème de concurrence. Évidemment, le collège restera libre plus tard d'apprécier si cela s'est passé effectivement. Et puis, je termine là-dessus, on doit être vocaux, je mets des guillemets, on doit être vocaux vis-à-vis de nos responsables politiques sur la nécessité d'une politique industrielle pro-compétitive, parce que sinon, on risque quoi? On risque de se limiter à une politique industrielle qui se limite à des subventions aux acteurs en place, aux incumbents, hein, et on s'efforce de tenir notre place. Je vous l'ai dit, on est fréquemment consulté sur des textes et on fait des enquêtes sectorielles. Je crois que j'ai déjà parlé trop longtemps, donc je m'arrête. J'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête. Merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Un dernier tour de table justement sur cette question d'actualité, le projet Bromo. Donc la fusion horizontale potentielle donc, entre Leonardo, Thales et Airbus. Quel est votre avis? Est-ce que ce serait le signe d'un sursaut européen? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Je pense que si vous voulez, je ne connais pas bien le dossier, mais ce qui paraît clair, c'est que dans le domaine du spatial, il y a eu
les révolutions technologiques s'accélèrent et que les Français qui avaient, les Européens qui ont longtemps eu une politique spatiale qui a donné de très bons résultats avec Ariane, ont été complètement, tout ça a été bouleversé avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec les engins qui sont réutilisés, avec Starlink et Elon Musk. Et donc, je pense que c'est vraiment un enjeu de souveraineté que d'avoir un acteur européen. Est-ce que cette fusion est le moyen d'avoir un acteur européen? Je ne sais pas, mais il y a pour moi un enjeu très important dans l'avenir de souveraineté européenne. Et j'ai tendance à penser que sur ce genre de sujet, le marché est complètement mondial, hein, et que je ne vois pas tellement les barrières qui pourraient exister. On n'est pas dans le système d'appel d'offres public que vous avez évoqué sur le dossier Alstom-Siemens. Donc, mais je ne connais pas bien le dossier, donc je ne voudrais pas. Mais je pense que le fait que l'Europe devienne plus importante dans le domaine spatial me paraît un objectif très important pour l'Europe. Alors, on va continuer peut-être avec vous sur ces quelques minutes qui nous restent. Si vous deviez faire une recommandation aux décideurs européens, finalement, ce serait laquelle pour donner un peu d'air et de compétitivité à nos entreprises européennes? Moi, si vous voulez, si je reprends le titre, et peut-être que j'ai utilisé le mot concurrence dans une vocation, un aspect un peu plus large que les sujets d'autorité de la concurrence, sur lesquels je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, y compris quand vous m'avez corrigé sur des points factuels. Mais je ne suis pas convaincu que Trump laissera faire, ceci étant, dans ce domaine. Mais si vous voulez, je pense qu'un des gros sujets, c'est aujourd'hui, si on raisonne au niveau mondial, c'est que vous avez des politiques industrielles de grands ensembles dans le monde qui créent des distorsions de concurrence. Et que nous, au niveau européen, on a tendance aussi à créer, par des incohérences de notre politique industrielle, à créer des sujets de compétitivité qui sont self-inflicted, qu'on s'impose à nous-mêmes. Hein. Je vais prendre un exemple qui est celui de la transition énergétique et du pacte vert. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sylvie Goulard tout à l'heure. Je pense que, si vous voulez, on veut encourager les secteurs nouveaux de la transition énergétique et dans le même temps, on se donne des contraintes sur des sujets où on va au-delà, on a un problème de méthode, on se donne des contraintes sur un certain nombre de sujets dans ce qu'on a décidé au niveau Bruxelles, sans avoir une certaine neutralité technologique, et sans donner des objectifs, on s'est donné des contraintes de moyens. Et ça nous handicape de façon importante. Pour faire simple, hein, si vous voulez, on va avoir une transition énergétique qui sera accélérée en Europe, mais on va le faire avec des équipements qui sont déjà des équipements chinois sur les panneaux solaires, et qui vont l'être dans l'ensemble du système automobile, et notamment à cause des batteries. Donc je pense que là, on a des vrais sujets de distorsion de concurrence qu'on s'est créés avec des problèmes dans le temps. Ça dépasse le sujet des autorités de concurrence, mais c'est plutôt les incohérences de différents aspects de politique industrielle. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la politique industrielle manque de cohérence au niveau Bruxelles, parce qu'elle veut prendre en compte différents aspects sans bien les mettre en compte. Et de ce point de vue-là, les sujets de politique commerciale extérieure sont une composante, les sujets de politique environnementale sont une composante, les sujets de subventions et d'aides sont une composante. De ce point de vue-là, ça relève de la politique de la concurrence. Mais je pense que le sujet, il est plus large. Et aujourd'hui, quand le rapport Draghi parle de défaut de compétitivité, je pense qu'une partie importante, c'est lié à la manière dont le monde s'est fragmenté, hein, et où les entreprises européennes qui existent ou qui pourraient se créer dans un certain nombre de secteurs ne sont pas aidées par la réglementation européenne, qui peut avoir des justifications par ailleurs. Voilà. Et donc, moi, ma recommandation aujourd'hui, c'est quand même d'avoir plus de cohérence au niveau européen, et c'est aussi de simplifier. On est beaucoup trop compliqué. Hein. Donc, simplifier. Vous avez, Emmanuel a parlé des PIEC. C'est quand même très très lourd la manière dont ça a été mis en place, et ça marche pas très bien. On a des systèmes les Américains sont quelquefois compliqués, mais nous on est beaucoup plus compliqués.
Et donc, en pratique, d'ailleurs, les politiques européennes, l'argent n'est pas dépensé, parce que c'est trop compliqué. Donc, on est trop compliqué sur ces sujets-là. Je vous remercie. 1 minute, il nous reste. Est-ce que Emmanuel voulait répondre ou on passe directement aux questions? Non, je ne vais pas monopoliser la parole. On va laisser Fabienne conclure. Non, tu veux pas. Juste un tout petit mot pour ce qui me concerne, ne faisons pas de la politique de la concurrence un nouveau bouc émissaire, le bouc émissaire de toutes nos impuissances depuis 40 ans, et ce d'autant, comme on l'a dit, qu'elle a évolué sur les aides d'État, et je rejoins Pierre-André, elle a évolué sur la défense commerciale. Aujourd'hui, on a une politique de défense commerciale. En fait, notre problème, Draghi l'a bien identifié, c'est les nouveaux géants. Et si vous voulez des nouveaux géants, il faut d'abord un grand marché intérieur, ça s'appelle de la concurrence, il faut du capital risque, ça n'a pas grand-chose à voir avec la politique de la concurrence, et il faut de la politique industrielle, mais de la politique industrielle efficace et bien faite. Et quand je dis bien faite, c'est notamment une politique industrielle très ouverte aux start-up, aux nouveaux entrants. Voilà, c'est ça le fond du problème. Je le répète, je ne dis pas que la politique de concurrence n'est pas perfectible. Je crois que je vais l'avoir suffisamment souligné, notamment sur le contrôle des concentrations. Mais très honnêtement, ce n'est pas parce qu'on a interdit 15 fusions interdites entre 2000 et 2024, 15 fusions, qu'on a ce retard-là en technologie. C'est faire de la politique de concurrence, en réalité, le bouc émissaire de toutes nos impuissances. Marchons sur nos deux jambes, politique de la concurrence et politique industrielle. Mais la politique industrielle, ça coûte cher. Merci beaucoup. Nous allons donc passer aux questions. Peut-être, est-ce qu'il y a des questions dans le public directement? Oui, il y a une question, allez-y. Merci à vous. Une question qui porte sur celle des indicateurs, puisque quand on parle d'une situation concurrentielle, on parle justement de la manière dont on s'appuie sur certains indicateurs pour essayer de mesurer justement le niveau de concurrence. À nos étudiants, on s'appuie souvent sur l'indice HHI. Je vois Emmanuel Combe qui me cherche dans la salle. Je suis ici, là. Oui. Donc l'indice HHI, donc fondé sur la concentration d'un marché, est-ce que ça vous semble toujours un indicateur pertinent ici pour juger des situations concurrentielles, ou est-ce qu'il ne faudrait pas s'appuyer sur d'autres indicateurs ici pour faire face aux enjeux contemporains? C'est le monopole de la parole, mais consenti, on est d'accord. Non, mais vous avez raison, mais c'est un indice, l'indicateur HHI. Donc c'est un indicateur qui permet de mesurer la concentration d'un marché. La concentration d'un marché ne se résume pas à cela. Exemple très simple, vous pouvez avoir un HHI de 10 000, je suis tout seul sur le marché et être en concurrence. Si par exemple vous êtes meilleur que les autres, on a le droit d'être meilleur que les autres, c'est même le but de la concurrence, et que si le marché est ouvert et contestable, donc attention, HHI, c'est une première mesure qui va permettre de dire il n'est pas exclu que dans cette fusion-acquisition, il y a un problème. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas exclu que forcément la fusion-acquisition pose problème. On peut avoir des fusions-acquisitions où vous avez des parts de marché assez importantes. Je me souviens de la fusion seloger.com Imologer, où je crois qu'ils avaient plus de 60% de parts de marché. Et l'autorité avait estimé qu'au motif qu'il y avait un gros concurrent que nous connaissons tous, qui s'appelle Le Bon Coin, finalement, la concurrence sur le marché, même après l'opération, restait suffisante. Donc attention, HHI, c'est un indicateur. Un indicateur n'est pas une démonstration. D'autres questions dans le public, peut-être, avant de passer à la tablette? Non. Alors, nous avons une question ici assez intéressante. Pensez-vous qu'il faille, comme disait Philippe Aghion, ne pas mettre en concurrence les entreprises qui sont justement loin de la frontière technologique au niveau européen pour pouvoir l'atteindre? Donc, les pays qui sont plus éloignés de la frontière technologique, est-ce qu'il faudrait justement assouplir cette concurrence ou au contraire... Je ne comprends pas bien la question. Mais... Plus on est éloigné, j'imagine, de la concurrence. Emmanuel, notre lumière dans les ténèbres. Peut-être c'est une question plutôt théorique. Non, j'ai compris la question théorique. Vous connaissez la thèse de Philippe Aghion qui est de dire que quand on est proche de la frontière et qu'on rajoute technologique et qu'on rajoute de la concurrence, ça va vous inciter à être encore plus performant. C'est l'image, vous savez, de l'élève qui rentre dans la classe. Un bon élève qui rentre dans la classe, ça stimule la tête de classe et par contre, ça peut décourager les moins bons élèves. Donc c'est le même effet. Alors, je vois pas tellement, je comprends le concept de distance à la frontière, mais s'ils sont très loin de la frontière, vous pourrez considérer aussi qu'ils sont pas très compétitifs. S'ils sont pas très, la concurrence, c'est pas le droit de la concurrence, c'est pas le droit des concurrents, c'est le droit du marché. C'est pas le droit d'exister à tout prix. Donc, je vais être peut-être un petit peu violent en disant ça, mais s'ils sont très éloignés de la frontière, c'est peut-être qu'ils sont pas bons. Et ce qui permet de rebondir sur la Chine, tout le monde dit que la Chine est un pays où l'État décide tout. Moi, j'ai vraiment regardé de près. D'ailleurs, il y a un très beau papier de Philippe Aghion. La Chine,
C'est je décide que dans 10 ans, nous serons les leaders mondiaux de l'industrie automobile. Je fais de la politique industrielle, je subventionne à mort. Mais ensuite, c'est Darwin. Et Darwin, ça s'appelle la concurrence. Il y avait 500 producteurs de véhicules électriques en Chine. Il en reste 100. Et le Parti communiste a estimé que s'il y en avait 3 ou 4 dans 10 ans, ça sera très bien. Pardon, c'est très bien, un très bel exemple de politique industrielle en amont et concurrence en aval. Je vous subventionne pour créer le marché, mais une fois que le marché est créé, ça va être la concurrence au sens où l'entendrait Pierre-André tout à l'heure, la compétition au sens le plus dur du terme. À la fin, ne survivront que les meilleurs. Donc attention, cette idée, j'ai toujours un peu de mal avec libéral, pas libéral. A priori, la Chine, ce n'est pas très libéral. On pourrait dire que finalement, dans la manière dont il fonctionne en politique industrielle, c'est très darwinien. Alors, une petite dernière question, mais j'ai bien peur que ce soit encore pour vous, Emmanuel. Enfin bon, on va voir, hein, mais pourriez-vous rappeler pourquoi Roosevelt a dû mettre en sourdine la loi antitrust? Ça vient de vous. Parce qu'on lui expliquait que c'est parce qu'il y avait trop de concurrence qu'il y avait eu la crise de 29, donc il a mis en sourdine le droit des ententes pendant 10 ans. Donc tout le monde s'est entendu, hein, puisque c'était autorisé. Et vous avez des travaux très intéressants, je n'ai plus l'auteur, mais je vous l'enverrai si ça vous intéresse, un auteur américain, des tests économétriques, plusieurs, hein, qui vous montrent qu'en réalité, loin d'accélérer la sortie de la crise, ça n'a fait que la prolonger. Mais c'est assez logique. Ce que disait Pierre-André tout à l'heure, quand vous avez une entente, vous vous endormez sur une rente. Une entente, c'est quoi? C'est on fixe les prix ensemble, la vie tranquille, hein. La vie tranquille, ça n'incite pas à l'aiguillon, ça n'incite pas à performer. Donc paradoxalement, mettre en sommeil, on pensait que ça allait éviter les faillites d'entreprises. Oui, ça a évité des faillites d'entreprises, mais ça s'est fait sur le dos de l'efficacité économique. Donc l'idée selon laquelle mettre en sommeil les autorités antitrust est un bon calcul économique, en tout cas historiquement, on a un exemple historique, je ne sais pas si c'est une preuve, hein, mais un exemple historique où très, très franchement, ça n'a pas été une réussite. Je vous remercie. En tout cas, un grand merci à vous aussi, à tous les trois, pour ces échanges finalement assez complémentaires en réalité. Et je pense que cette condition pour le sursaut européen, c'est bien de changer le petit ou en et visiblement. Merci à tous. Au revoir.